Ouh, le Night King. Pas ça, le Night King. Oh non, pas aujourd'hui, pas ça, non, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce tout nouvel instant Game of Thrones où on va revenir sur l'épisode 3 de la saison 8 autour d'un arc particulier, un arc qui fait énormément parler de lui, le fameux destin du roi de la nuit. Alors évidemment, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous invite à revenir après l'avoir vu puisque ça va être juste blindé de spoil. Et si jamais vous avez manqué la review de l'épisode 3 de la saison 8 que j'ai fait lundi, évidemment, je vous incite aussi à y aller, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Et je voulais revenir sur cet épisode 3 et sur le destin du roi de la nuit puisque, quoi qu'on en dise, on peut dire que c'était l'élément le plus attendu de cette saison 8. Le trailer nous l'avait montré avec cette omniprésence des marcheurs blancs, à l'instar du dernier épisode de la saison 7. Le Night King, le roi de la nuit, allait être l'atout normalement numéro 1 de cette saison 8. Qu'en est-il? Peut-on l'appeler finalement une déception? Et ben vous allez voir que oui, je pense. La première chose que je voudrais rappeler pour aller justement à cet épisode 3 de saison 8, c'est toute la jeunesse qu'il y a eu vis-à-vis des marcheurs blancs, pas seulement du Night King, mais de tous les marcheurs. Parce que oui, les marcheurs blancs sont pour moi, au-delà du trône, au-delà de l'être humain, la grande menace que Game of Thrones a teasée depuis bientôt 8 ans. Et ça on le devine avec la toute première scène de la saison 1 qui mettait déjà en avant une menace que l'on ne connaissait pas encore, qui avait été passée sous silence pour être ensuite renouvelée à la fin de la saison 2 où Sam découvrait pour la première fois le look et surtout le potentiel des marcheurs blancs. On nous rappelait à leur bon souvenir avec ce même Sam qui réussissait à en vaincre un pour la première fois pendant le 8e épisode de la saison 3. Et on peut par la suite penser évidemment à la saison 5 avec l'apparition des marcheurs blancs et la grande bataille contre les sauvageons qui se font juste ravager par ce fameux roi de la nuit. Et la première chose que je voudrais signaler, c'est qu'hormis la bataille de Winterfell et cette bataille de saison 5 des sauvageons, nous n'aurons finalement eu, pour ce qui concerne pour moi la grande menace marcheur blanc, que deux combats, deux grandes batailles finalement dans Game of Thrones. Je ne considérerai pas l'épisode de la saison 6 où le groupe de Jon Snow tente d'aller en capturer un, puisque si c'est une bataille, effectivement, ce n'est pas une bataille décidée par les marcheurs blancs. Il n'empêche que l'épisode reste excellent, pas de souci là-dessus, voilà c'est dit. La jeunesse des marcheurs blancs était donc faite pour que dès les prémices, même si on ne les voit pas à l'écran, le non-dit, le non-vu devienne finalement quelque chose d'important, puisque c'est cette absence-présence finalement qui terrifiait le spectateur, autant finalement que les personnages. How many? 100,000 at least. Et pourquoi, au-delà d'un épisode 3 qui est fabuleux, ça je suis entièrement d'accord, en termes d'esthétique, en termes de visuel, en termes de combat, même si l'image est un peu sombre à certains moments, c'est vrai qu'on a encore une fresque qui se dessine devant nos yeux sur ce que sait faire Game of Thrones, et ça Game of Thrones nous l'a appris. On a un épisode de saison 8 qui est phénoménal en termes de mise en scène, ça c'est évident. Moi je reviendrai exclusivement sur le dénouement du roi de la nuit avec quelques détails, et le premier c'est que je trouve que nous ne sommes pas à la hauteur de la peur des personnages et de tout ce qu'on nous tease depuis, surtout le dernier épisode de la saison 7. Je vous renvoie simplement au final de la saison 7 où on avait tous les personnages, que ce soit Cersei, Jaime, Daenerys, Tyrion, l'intégralité de tous nos grands personnages qui se retrouvaient autour d'un seul point commun, l'effroi vis-à-vis d'une seule personne transformée. Et à cette simple conséquence de voir des personnages que l'on connaît depuis très longtemps être pour la première fois d'un commun accord perturbés par une présence qui les dépasse, on se souvient des mots de Jaime, on se souvient de Steezing, je promets de me battre pour les vivants. I promise to fight for the living. I intend to keep that promise. Il y avait une menace extraordinaire autour des marcheurs blancs. La seule question que je vous pose, est-ce qu'en un seul épisode d'1h20, encore plus quand on comptabilise finalement tout ce qui est le dénouement du roi de la nuit et ce final expéditif, sommes-nous, oui ou non, à la hauteur de l'intégralité de ces attentes et à la hauteur de tout ce que les personnages nous faisaient découvrir? Il y avait pour moi trop de peur vis-à-vis des personnages pour que ça se termine de façon aussi expéditive, certes avec un épisode épique d'1h20, mais qui aurait pu apporter beaucoup plus, je pense, aux spectateurs, au-delà évidemment d'une qualité esthétique indiscutable. Nous n'avons par exemple, et ça a déjà été dit plusieurs fois, aucun combat avec des marcheurs blancs. L'intégralité du combat se déroule finalement avec des hommes, voire même des géants, on embrasse Lyanna, qui en a fait les frais, qui ont été transformés, mais les marcheurs blancs n'auront pas eu ce combat atypique, notamment, et c'est là peut-être le plus important, le roi de la nuit. Hormis le décès de Théon, nous n'avons eu aucune démonstration finalement physique et même intellectuelle, lui qui est pourtant très malin et qui nous l'a montré au fil des saisons, du roi de la nuit face à divers opposants, et c'est ça qui est vraiment frustrant, c'est que ce manque finalement d'impact du roi de la nuit dessert complètement à tout l'effroi et à toute la peur qu'il pouvait avoir, et à ce côté mythique, à ce côté mystique aussi à certains moments, et à cette tentative pendant 8 ans de montrer que le roi de la nuit était la menace absolue. Et c'est là que c'est paradoxal, c'est qu'hormis le fait que l'épisode est vraiment magistral dans sa mise en scène et que le surnombre de spectres et de toute la ribambelle, de la fameuse bande de Dutch, pardon, de la bande du roi de la nuit, est tellement conséquent vis-à-vis de nos héros qu'on a le souffle coupé puisqu'on est vraiment dans un huis clos en extérieur.
d'ailleurs. Et quand on voit les qualités de l'acteur qui jouait le roi de la nuit, notamment sur des combats à l'épée, etc., on peut se dire qu'il y a un sacré goût d'inachevé dans l'utilisation du roi de la nuit et dans ce qu'il pouvait, à mon avis, pour moi, offrir à cet épisode. Pour moi, par exemple, même si j'ai rien de particulier vis-à-vis que ce soit Arya qui le tue, j'aurais largement préféré, dans une des grandes scènes de l'épisode, qu'on ait un face-à-face tant attendu à l'épée, un véritable duel entre Jon Snow et le roi de la nuit. Ce qui aurait pu expliquer d'ailleurs, puisque beaucoup l'ont démontré, et beaucoup l'avaient pris en grippe alors que c'était pas forcément mon point de vue, que les marcheurs blancs ne font absolument rien au moment où Arya va vouloir tuer le roi de la nuit. Je pense qu'il y a un tel côté mystique vis-à-vis du roi de la nuit qu'à son arrivée, les marcheurs blancs préfèrent le regarder faire. C'est exactement pour ça, à mon avis, que Théon avait eu une totale liberté d'action pour aller vers le roi de la nuit et que aucun ne s'était interposé. Le roi de la nuit, il a un côté mystique et il agit aussi sur toute son armée. Si l'armée effectivement ne fait rien, c'est parce qu'à mon avis, il y avait énormément de confiance vis-à-vis du roi de la nuit. Il était tellement persuadé de son acte qu'il s'est refusé à tout et il a montré quelque chose qui n'était pas malin. Et c'est ça pour moi qui est vraiment perturbant. C'est ce côté beaucoup trop expéditif, mêlé à un personnage qu'on a totalement désacralisé finalement en n'en faisant plus du tout une menace, puisque pour moi une menace n'aurait pas pu être réduite à ce simple appareil, mais on en a surtout fait quelqu'un qui a fait des erreurs tactiques. Et ça, c'est véritablement rare dans Game of Thrones, puisqu'il nous avait jamais habitués à ça jusque maintenant. Pour aller plus loin, et c'était une théorie que j'avais fait notamment dans mes lives, j'aurais moi-même imaginé, puisque finalement quand on y réfléchit à deux fois, la grosse erreur du roi de la nuit c'est de vouloir lui-même tuer Bran, tous ces hommes auraient pu finalement tuer Bran à sa place, et moi je m'étais peut-être imaginé à un moment donné que le roi de la nuit, continuant son travail de destruction, serait peut-être au pied de Port-Réal avec son dragon et quelques troupes, et que ça aurait pu se terminer justement de bonne façon ou d'une façon beaucoup plus dramatique à Port-Réal dans l'épisode suivant. Je pense que là on avait largement la place pour le faire dans le 4e épisode. D'ailleurs pour ça je citerai aussi le Seigneur des Anneaux, beaucoup comparaient cette bataille au gouffre de Helm. Il faut savoir que la menace finalement, même en cas de victoire au gouffre de Helm, n'avait pas été annihilée. Et c'est aussi pour ça que le spectateur continue à vibrer dans le retour du roi, c'est parce qu'on savait que le Mordor était encore en condition et était encore le plus fort finalement, et on l'a vu ensuite avec Minas Tirith. Là, le Night King, les marcheurs blancs, tout était amené à ce moment, et toute cette résolution en un seul épisode est pour moi encore une fois bien trop expéditive. Alors oui, je trouve qu'avec cette fin, d'autant plus avec Arya qui est quand même très convenue, assez attendue, notamment au niveau des ralentis, notamment de la façon dont ça va être mis en scène, on le sent venir, peut-être pas vis-à-vis de ce personnage, mais en règle générale. Il y a beaucoup de théories d'ailleurs depuis, et en regardant à nouveau l'épisode, c'est vrai que Jon semble dire go, peut-être a-t-il vu Arya, puisque les cheveux d'un marcheur blanc se dressent juste avant son arrivée, ce qui associerait quand même Jon Snow à la mort du Night King, etc. On a aussi la prophétie de Mélisandre et cette boucle bouclée depuis plusieurs saisons avec Arya, mais dans les faits, dans les actes, ça en reste d'une facilité scénaristique trop importante pour une série de ce calibre. Et on désacralise, encore une fois, je trouve, 8 ans de terreur, 8 ans de peur, pas seulement vis-à-vis du spectateur, mais ce qui est un peu plus grave, c'est vis-à-vis des personnages. Qu'on se le dise, tous les personnages étaient à un moment donné conscients qu'ils allaient tous mourir. Tout le monde imaginait finalement que jamais Winterfell ne pourrait s'en sortir vivant. Et il aurait peut-être fallu argumenter ça un petit peu plus pour que le spectateur puisse également à son tour s'imprégner de cette terreur et se souvienne que finalement on a fait tout ça pendant 8 ans pour arriver à un Night King qui était indomptable, imperturbable et véritablement la grande menace. Alors vous allez me dire, et c'est vrai qu'il a des faits d'armes comme survivre au feu du dragon, proposer un combat aérien et que oui, certaines batailles et certains surnombres faisaient déjà des marcheurs blancs une menace suffisante pour en arriver là, c'est vrai, mais ça n'empêche la déception du final. Ici c'est un achèvement, une résolution, un final que l'on voulait voir justement à la hauteur des attentes. Ça, encore une fois, on aurait pu le montrer avec un combat à l'épée par exemple, ou ne serait-ce qu'une victime supplémentaire parmi les grands noms de Game of Thrones pour redonner de sa superbe et sacraliser le roi de la nuit. En définitive, le Night King, je le compare un petit peu au roi sorcier d'Angmar dans Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, parce que c'est quelqu'un qu'on a teasé énormément. Gandalf en parlait avec insistance, et au moment où on lui laisse l'occasion de s'exprimer, il meurt de la même manière que Presnel Kipembe marque un but contre le camp du Paris Saint-Germain. C'est trop abrupt et ça fait un petit peu chier quand même. Et alors pour conclure, il y a l'après, et c'est là finalement qu'il faut être aussi indulgent avec Game of Thrones. On le savait, 6 épisodes, c'est peu. 3 épisodes sur les marcheurs blancs, 3 épisodes sur le combat vis-à-vis de Cersei, parce que je ne crois pas du tout en Bran qui se transforme en roi de la nuit, etc. Pour moi, l'arc scénaristique est terminé. Et effectivement, quand on y pense, c'est assez logique, puisqu'il va falloir aussi toute une structure pour penser à l'humain, pour penser à quelque chose qui nous fait rêver aussi depuis pas mal de temps. La bataille pour le trône, Cersei, Daenerys et toutes les interrogations qui y vont. Ça, c'est évident, on sait qu'à partir de cet épisode, il y avait grande chance
que l'arc soit résolu. Encore une fois, il y avait le fond et la forme, et je trouve que sur ces deux options-là, les 5 dernières minutes sont pour moi trop insuffisantes pour qu'on puisse avoir véritablement l'impression qu'il y a eu un achevé, qu'il y a eu quelque chose qui s'est résolu de la meilleure des façons. Et bien clôturé, c'était ce qu'avait réussi à faire la bataille des bâtards, avec une fin, j'ai envie de vous dire, digne de Ramsay Bolton, et ce que les films aliens, notamment avec Ridley Scott, réussissaient à introduire, un double enjeu et une double fin avec rebondissement. Voilà pour mes arguments et mon avis sur les vraiment 10 dernières minutes de cet épisode. Les choses qui m'ont un petit peu gêné, j'avais envie d'y revenir et j'ai hâte dans les commentaires juste en dessous que vous me donniez votre point de vue, parce que c'est vrai que ce goût d'inachevé, même sur un épisode aussi mythique que celui-ci, ça me fait me dire que la bataille des bâtards était peut-être un peu meilleure.